Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 28 octobre 2023. On fait le tour de l'actu comme on fait tous les matins. On essaye de survoler un petit peu tout notre écosystème, surtout au niveau politique, géopolitique. On voit cette actualité de la crypto-monnaie. En un minimum de temps, j'essaie de vous donner un maximum d'informations. On a beaucoup de choses, hein. Comme d'habitude, on va parler évidemment de régulation, hein, ça c'est clair et net, d'évolution de notre marché. On va parler de stablecoin, de JP Morgan, de pays comme Taïwan, on va parler de Mastercard aussi, de S&P 500. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, hein. Alors suivez-moi jusqu'à la fin, vous verrez. Et ça nous permet d'être au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Et moi, ça me paraît important, même primordial, quand on veut être dans un milieu financier. Je ne vous fais pas de conseils en investissement, je vous dis juste comment faire attention et vous protéger un petit peu. Et puis peut-être d'être sur des chemins de pépites, de futures licornes, tout ça, hein. C'est comme ça qu'on peut les découvrir, hein, justement, hein, en s'informant un petit peu de tout ce qui se passe. On a un BTC à 34 089, un ETH 1788, bon, marché en ce moment qui restagne un tout petit peu, qui est en train de se poser des questions. Évidemment, il a quand même fait un petit bond en avant, donc on est tous très contents de ça. Maintenant, il faut se méfier, hein, il y a des caps à repasser de nouveau, et on voit ça sur des graphiques, évidemment, hein. C'est toujours comme ça, en finance c'est toujours comme ça, on atteint des niveaux, eh bien, il faut après rattaquer d'autres niveaux. Il y a des manières de voir ça sur les graphiques, justement. Et c'est pour ça que je vous fais d'autres vidéos en parlant des graphiques. Allez, en avance. C'est la guerre en Ukraine toujours, malheureusement. Donc on pense à tous ceux qui souffrent. Et puis maintenant, Palestine et Israël, avec encore des gens qui souffrent dans les deux camps. Et évidemment, hein, il y a des gens qui n'y sont strictement pour rien. Après, il y a les afro-terroristes, ça c'est clair et net. Mais sinon, il y a des gens qui sont là, qui sont là simplement pour vivre normalement, comme vous et moi, et qui prennent des bombes sur la figure et qui vont avoir des familles qui vont souffrir pendant très longtemps de tout ça. C'est assez terrible. Allez, j'avance dans notre écosystème. La semaine prochaine, il y aura des news, évidemment, calendrier économique, hein, comme toujours. J'essaie de vous trouver, ça c'est sûr, Admiral Market, hein, je le prends à différents endroits. Il y en a avec qui je travaille, il y en a d'autres avec qui je ne travaille pas, c'est pas un problème, mais tous font un boulot pour vous informer. Donc c'est à vous après de travailler évidemment là-dessus, de creuser, de voir ce qui est important, pas important. Nous, dans notre écosystème, la tech est très importante aux États-Unis. Sinon, on suit le S&P 500, on suit toutes les news qu'il y aura, on suit les news de la Fed, évidemment, toujours important, hein, pour les traders. Encore une fois, ceux qui font du long terme. C'est moins grave, hein, puisque pourquoi? Parce que les choses changent, hein, vous l'avez bien vu, hein, mais on doit savoir quand rentrer, quand ne pas rentrer, quand dormir, etc. Et ça, c'est important de se mettre au courant de ça pour pas faire trop de bêtises. Mieux quand on rentre dans un système, vous savez, mieux on se place dès le départ, mieux on se comporte par la suite et moins on sera stressé, on va dire, hein. Sinon, on arrive à avoir des stress terribles dans la finance et c'est pas le but, hein. Allez, sinon les marchés donc. S&P 500 prolonge sa glissade depuis son sommet en juillet jusqu'à 10%. Les marchés se replient, on a plein de news, hein. Je vais suivre ces news sur Reuters, sur Bloomberg, sur d'autres journaux comme ça. Les actions reculent malgré l'essor technologique après que l'inflation persiste. Et là, on a quoi encore? Toujours Bloomberg qui nous dit le pire mois d'octobre pour les actions depuis 5 ans. Allez, je vous fais un petit compte rendu en premier, de ce qui a été dit sur Bloomberg, je crois, c'est ça, je ne sais plus, l'un ou l'autre. En tout cas, je vous ai fait des petits comptes rendus de tout ça, et la BCE et la Fed sont en mode d'attente, hein, concernant les taux d'intérêt. On le sait bien, les marchés mondiaux sont sous tension en raison des plusieurs facteurs, dont l'inflation soutenue notamment par les coûts du logement et les instabilités géopolitiques, notamment au Moyen-Orient. Cependant, les géants de la tech comme Amazon et Intel ont montré de la résilience, ce qui pourrait indiquer un intérêt des investisseurs pour les actifs jugés moins risqués ou plus rentables dans ce domaine. Les rendements du bond du Trésor américain, qui avaient atteint 5% au début de la semaine, se sont stabilisés environ de 4,83, 4,837, pardon, reflétant peut-être un certain prudence de la part des investisseurs. Le dollar est également resté stable, profitant de hausses des taux antérieurs et d'une économie américaine robuste. Les économistes et les banques centrales restent prudents. La plupart s'attendent à ce que la Fed maintienne des taux d'intérêt dans un futur proche, bien que le risque d'une hausse ne soit pas écarté. Du côté de la BCE,
Un nouveau resserrement monétaire n'est pas exclu, malgré le maintien du taux de dépôt de 4%. Les incertitudes géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, continuent de peser sur les marchés du pétrole avec des hausses notables du Brent et du brut américain. L'or, souvent considéré comme une valeur refuge, a également augmenté. Voilà un petit résumé de ça. Les marchés sont en mode d'attente. Les investisseurs semblent chercher à équilibrer les risques et les opportunités tout en gardant un œil sur les mouvements des banques centrales. Et oui, le S&P 500 est entré dans une correction avec une baisse de 10% depuis son pic de juillet, en partie en raison de la volatilité causée par des tensions géopolitiques. Le pétrole a franchi la barre des $85. L'or a atteint $2000 et les marchés réagissent également aux perspectives d'inflation au rendement obligatoire en hausse. L'indice bancaire KBW est à son plus bas niveau depuis septembre 2020, ce qui pourrait signaler des préoccupations sur la stabilité financière malgré ces incertitudes. Certaines grandes entreprises comme Amazon et Intel ont vu leur action rebondir grâce à de bons résultats financiers. Mes amis, les marchés boursiers obligatoires affichent des signes d'incertitude et de volatilité avec des indicateurs comme le VIX dépassant 20 et les investisseurs se positionnent de manière défensive. Les actions les actions mondiales sont en difficulté tandis que l'inflation américaine reste élevée mais conforme aux prévisions. Les analystes et les investisseurs sont divisés sur la question de savoir si cette période est le précurseur d'un rebond ou d'une période prolongée de difficultés. En gros, dans cette dernière phrase-là, eh bien, on sait très bien que le marché ne sait pas trop où il va en ce moment. On est vraiment dans le doute tout le temps et avec des secteurs qui arrivent quand même à se débrouiller pas trop mal et puis d'autres qui vont un peu moins bien. Voilà, ça c'est le monde de la finance. J'essaie de vous le décortiquer un petit peu, mais croyez-moi que c'est pas si simple parce que les marchés font ce qu'ils veulent quand ils veulent et à un moment donné ils rebondissent au moment où on ne s'y attend pas ou soit ils rebondissent, soit ils vont vers le haut, soit d'un seul coup ils s'effondrent un peu et c'est ce qui fait des grosses catastrophes à longueur de temps puisqu'on a beau étudier tout, on a beau tout regarder dans tous les sens, les prix font ce qu'ils veulent à un moment donné et évidemment les investisseurs font ce qu'ils veulent à un moment donné, donc on se méfie des périodes où ils sont dans l'incertitude. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné ils vont prendre la masse, va prendre une décision et la décision là il va falloir la suivre à ce moment-là évidemment. Allez, on avance un petit peu. Voilà un petit résumé que je vous ai fait de tout ça. Sinon sur les graphiques évidemment qu'on voit tout ça, on a les marchés européens là plutôt dans le rouge, mais enfin bon qui reviennent sur une base, vous voyez ici, donc il n'y a rien de dramatique. Ils grimpaient un peu, ils sont revenus sur cette base de début de semaine là du 23. Et donc, sinon, la S&P 500, lui, en revanche, il redescend. Dow Jones aussi, on voit bien. Il y a l'or, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui lui remonte. Donc, il a fait une petite remontée sympa. Marché asiatique aussi remonté. Et sinon, on a le DXY, le DXY, comme on l'a déjà vu, on va le mettre en 1 heure pour voir un peu plus clair. Voilà, il avait fait cette sortie que je vous ai expliqué, il est revenu dessus pour revenir un petit peu vers le haut. On va voir la semaine prochaine ce qui va se passer. Évidemment, les marchés sont fermés le week-end et donc la semaine prochaine, on va voir comment ça va repartir. Évidemment, pendant ce temps-là, notre BTC, lui, il travaille toujours 24 heures sur 24, il ne s'arrête jamais. On a dépassé, on est arrivé à certains sommets, je vous les ai expliqués tous les jours si vous m'écoutez, mais ici, attention maintenant, ici, je vous avais dit, attention, il faudra dépasser ça, il faudra dépasser cette parallèle, je vous ai expliqué X fois ceci, il faudra la dépasser pour espérer aller plus haut et pour l'instant on a chuté dessus, on a buté dessus, on est revenu en arrière. Je vous explique ça sur des graphiques à longueur de temps, donc j'espère que vous me suivez et ça vous évitera de faire des grosses bêtises. Allez, les stablecoins. Alors, Michael Barr. Les stablecoins doivent être réglementés, déclare Barr de la Réserve fédérale. Qu'est-ce qu'ils ont après nous, ceux-là, à longueur de temps, mes amis? C'est un haut responsable de la Réserve fédérale a déclaré que le stablecoin doit être réglementé pour garantir la stabilité financière et l'intégrité du système de paiement. Cette déclaration s'inscrit dans le contexte d'un débat en cours de congrès sur l'établissement d'un cadre réglementaire pour ces actifs. À suivre évidemment de près tout ça, il ne lâche pas l'affaire
évidemment qu'ils ont peur aussi des stablecoins, ils ont peur de tout. Bon, attention, hein, c'est aussi pour protéger un peu les gens. Malheureusement, on peut pas toujours se moquer comme je suis en train de faire, gentiment, attention, hein, parce que souvent c'est un petit deuxième degré hein, que je balance, mais parce qu'on a quand même eu genre UST qui s'est complètement écroulé, on a eu des misères dans notre écosystème. Hein. Alors on peut ne pas tout le temps dire effectivement ouais les régulateurs, oui ils font leur boulot, ils essaient aussi de protéger les gens. Hein. Faut quand même un petit peu être conscient de ça. Et nous on est peut-être parfois un petit peu olé olé quand même. Hein. La preuve, il y a eu des grosses catastrophes dans tous les sens, avec beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent. On ne peut pas l'ignorer. Hein. L'ignorer, ça veut dire on mettrait la tête dans le sable comme une autruche et c'est pas le but. En tout cas, c'est pas le but de mes vidéos. C'est d'essayer de voir un peu vraiment ce qui se passe. Et sinon, les États-Unis affirment que certaines sociétés de cryptographie négligent de mettre fin aux financiers, aux flux financiers illicites. Excusez-moi, je regardais en même temps autre chose là. Et donc le secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, a averti que certaines sociétés dans les secteurs des actifs numériques ne font pas assez pour empêcher le financement illicite du terrorisme. Il a déclaré que si ces entreprises ne prennent pas de mesures, les États-Unis et leurs alliés agiront. C'est chaud ça, hein. Donc ça c'est pareil, on va suivre ça de près. Je vous mets tous les liens, hein. Vous pouvez approfondir ces articles que moi j'ai lus. Bon, si je ne veux pas plus loin, c'est parce que pour l'instant il y a un, ça y est, ils nous mettent en garde, on sait ce que c'est, donc voilà, hein, c'est tout. Et là on a le Doge qui a des accusations contre Binance et enquêté plus en profondeur sur Tether, sur une éventuelle implication de financement illicite. Alors donc la même chose, hein, vous allez lire tout ça. Hein, et ils accusent ces sociétés de ne pas être prudentes et de fermer les yeux un petit peu hein, sur les transactions qui se passent chez elles, tout ça. Donc voilà. Donc, il y a des signaux d'alerte de tirer et on verra par la suite comment ça va progresser. Mais c'est chaud là-dessus, hein, c'est chaud, avec évidemment ce qui se passait en Israël, en Palestine. Hein, évidemment, c'est ça. Il parle du Hamas, il parle de tous les groupes terroristes qui se servent de la crypto-monnaie. Mais encore une fois, j'insiste, je le dis tout le temps, donc j'ai l'impression de me répéter, mais ils se servent aussi du marché traditionnel. Hein, et avant tout du marché traditionnel. Pourquoi ? Pour une bonne raison, c'est que la blockchain est traçable, mes amis. Donc, ce qui est un peu embêtant maintenant, c'est que sur les blockchains, on va pouvoir contrôler, on va pouvoir agir sur ce qu'on appelait au départ la DeFi, où il n'y a pas de contrôle, alors que des contrôles, on va en avoir beaucoup et de plus en plus, et c'est un truc de fou. Et on leur amène justement un système où ils peuvent contrôler, où toutes les transactions peuvent être contrôlées facilement, alors que dans le marché traditionnel avec l'or et avec les billets de banque, on va dire, avec la monnaie fiduciaire, eh bien les mecs font un peu ce qu'ils veulent. Hein, ils font un peu ce qu'ils veulent. Hein. Et donc voilà, allez, on reviendra dessus. J'ai pas fait cette vidéo pour parler de ça, mais on reviendra sur une vidéo en parlant que de ça à la limite. Hein. JP Morgan affirme que le rejet par la SEC et des ETF spot Bitcoin pourrait entraîner des poursuites judiciaires. Voilà. Si la SEC des États-Unis rejette les demandes d'ETF Bitcoin au comptant, elle pourrait être confrontée à des poursuites judiciaires de la part des candidats. Bien que le rejet soit peu probable, cette possibilité existe. La SEC a déjà perdu un cas contre Grayscale Investment concernant la conversion de sa fiducie Bitcoin en ETF Bitcoin au comptant. JP Morgan s'attend à plusieurs approbations d'ETF Bitcoin au comptant dans les mois à venir. Oui, bon, allez, vous lisez l'article après, je ne vais pas plus loin parce qu'on se répète sur ce genre de trucs, hein, mais lui est d'accord comme tout le monde. Hein, tout le monde sait que ça va arriver. Tout le monde sait aussi que s'il continue à attaquer, la SEC a déjà été repoussée un petit peu, ils vont finir par avoir des problèmes encore plus importants que ça, et de toute façon maintenant ce sera accepté, on ne voit pas du tout pourquoi ça tomberait à l'eau un jour ou l'autre. Hein. Donc on va attendre patiemment, en revanche on ne sait pas quand, on va attendre patiemment, et attention parce qu'on est déjà un peu fourmont là-dessus, donc il faut faire très attention. Esther Pierce critique la gestion par la SEC de l'affaire Librail et appelle à une réglementation plus claire pour les jetons cryptographiques.
La commissaire de la SEC exprime son mécontentement envers la manière dont l'agence a abordé le cas de la start-up cryptographique Libre. Elle conteste la prétendue clarté de la SEC sur l'application des lois relatives aux valeurs immobilières dans le domaine des crypto-jetons. Cet article-là, il met en évidence le fossé qui existe au sein de la SEC en ce qui concerne la réglementation des cryptoactifs, alors que l'agence prétend avoir une voie claire pour l'enregistrement et la conformité des jetons. Esther Perse affirme le contraire. Elle souligne le manque de directives claires, ce qui met les startups crypto comme Libre dans une position difficile. Cette affaire soulève des questions importantes sur la flexibilité et l'adaptation des cadres réglementaires actuels pour accommoder les innovations en rapide évolution dans le domaine de la cryptographie. Évidemment, Perse souligne également les risques potentiels de cette approche, comme décourager les entreprises, et oui, de développer des projets blockchain inexistants. C'est-à-dire que quand ils ne peuvent pas le faire dans un pays, comme aux États-Unis, eh bien, ils vont le faire autre part, mes amis. La position de Perse pourrait influencer les futurs débats sur la réglementation des crypto-monnaies aux États-Unis. On verra ça. À suivre tout ça. Je vous ai dit, les actus, c'est toujours à suivre. C'est comme un feuilleton qu'on suit à longueur de temps avec des rebondissements pour les entreprises, les actions qui se font dans tout cet écosystème. Donc, c'est très intéressant aussi. Je vous fais aussi d'autres vidéos où je vous parle des entreprises du Web3. Allez, Taïwan, il propose un projet de loi sur la cryptographie adopté aux premières lectures au Parlement. Voilà, le yuan législatif de Taïwan a adopté en première lecture un projet de loi sur la crypto visant à réglementer les actifs crypto dans le pays. Alors, si cette loi spéciale est adoptée et promulguée, elle obligera toutes les plateformes de cryptographie opérant à Taïwan à demander un permis. Cette étape marque une tentative de renforcer la réglementation du secteur des actifs virtuels. Bon, Taïwan, c'est comme partout, ça se durcit, mais il y a quand même des choses qui se passent incroyables. Circle. Alors, Circle s'associe à Bito Group et Taiwan Family, marque très très grosse société que je connais bien là-bas. On peut acheter la bouffe à longueur de temps, et qui est pas mal, Et voilà, en tout cas, Circle Internet Financier, Bito Group et Taiwan Family Mark unissent leurs forces pour proposer un nouveau service. Point to Crypto, ce service permet aux clients de Taiwan Family Mark de convertir leurs points de fidélité, appelés famille Point, en devise numérique comme l'USDC sans frais de transaction. Voilà, c'est bien, ce partenariat marque une étape importante dans l'intersection de la finance traditionnelle et de la crypto-monnaie. Il vise à démocratiser l'accès aux actifs numériques en utilisant un mécanisme familier, les points de fidélité comme passerelle. Le modèle pourrait potentiellement être adopté par d'autres marchés et secteurs comme compte tenu de l'importance croissante des programmes de fidélité dans les stratégies de vente au détail de l'échelle mondiale, évidemment. Par ailleurs, l'initiative souligne comment les crypto-monnaies peuvent être intégrées de manière plus transparente dans la vie quotidienne, augmentant ainsi leur utilité et leur adoption. C'est également une avancée majeure pour le marché taïwanais des crypto-monnaies, montrant une volonté de l'industrie de rendre la crypto-monnaie plus accessible et utile pour le grand public. Ça, c'est une très très bonne news, je trouve. Et une autre bonne news qu'on a ici, c'est Mastercard. Et Mastercard a annoncé un partenariat avec la société de paiement Crypto MonPay pour explorer les avantages des technologies Web3 dans le domaine de marketing expérimental. Voilà, expérientiel. Bon, voilà, je suis un peu trompé de mots, mais c'est pareil, expérientiel, expérimental. Allez, cette collaboration vise à utiliser les outils Web3 pour améliorer les expériences marketing en sollicitant le sens des clients de manière immersive. Bien que les détails spécifiques des initiatives à venir n'aient pas été révélés, MoonPay compte exploiter les technologies Web3 de Mastercard, notamment Mastercard Crypto Credential, un ensemble de normes pour valider les interactions fiables sur le réseau blockchain. MoonPay utilisera également d'autres produits non crypto natifs de Mastercard tels que Mastercard Send et Click2Pay pour renforcer son catalogue de solutions de paiement. Ce partenariat témoigne de l'intérêt continu de Mastercard pour les solutions blockchain et les technologies du Web3. Encore une fois, des bonnes news, des bonnes news, mes amis. Et là, on a, oui, alors ça, cette histoire, on parle de NFT là, cette histoire de Reader Rips condamné à payer près de 1,6 million de dollars à Yuga Labs pour violation de droits d'auteur dans un procès NFT.
On va pas s'étendre là-dessus, mais ce verdict renforce la protection des droits de propriété intellectuelle dans l'espace des NFT. Et ça, c'est très bien. Il y a des implications importantes pour d'autres créateurs et collections. Je trouve ça très très bien qu'il soit puni, hein, puisque quand on vient prendre un produit, le copier complètement et le faire passer comme si on était, on va dire en gros, hein, l'inventeur, le créateur, ou tout ce que vous voulez, eh bien, ça me paraît un peu logique que ce soit puni et que ça soit justement, ça fait partie des choses qui soient contrôlées dans notre écosystème, hein, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, évidemment, on doit protéger les auteurs, hein, de base. Allez, voilà mes amis pour aujourd'hui, on se retrouve sur une autre vidéo, évidemment. J'espère que j'ai pas trop bégayé parce que c'est le matin de bonne heure, le week-end, c'est un petit peu dur, pas beaucoup dormi. Et passez un bon week-end, reposez-vous bien, prenez des forces, c'est ce que je vais faire justement pour pouvoir être en forme lundi matin. Mais je vais vous faire quand même une autre vidéo sur le BTC évidemment après ça. Ciao ciao.